Sur la carte du monde, il manque un continent. Il est fait de serveurs, de câbles et d'interactions virtuelles. C'est un continent invisible et pourtant, c'est ici que nous vivons désormais. Aujourd'hui, pour Underscore, je vous emmène dans l'univers des animations qui ne sont pas faites pour les enfants. Salut les minuscules et bienvenue sur Téléballon pour un nouvel épisode du Dico Magique. Salut Jimmy. Bonjour Plonk. Bonjour les enfants. Et si on découvrait une nouvelle lettre aujourd'hui? Ah oui, quelle brillante idée. Comme d'habitude, le Dico Magique va me réciter l'alphabet à l'oreille et tu me diras stop quand tu veux. Allez, on commence. Stop. Oh, la lettre d'aujourd'hui sera donc le C. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est comme... Koala. Ah non, c'est comme cauchemar. Cauchemar. En voilà un mot intéressant. Tu as déjà fait un cauchemar, Jimmy? Oh oui, Plonk. J'en ai même fait un cette nuit. Tout le monde fait des mauvais rêves. Peut-être que vous aussi, les enfants. Mais vous savez, les cauchemars ne sont pas forcément mauvais. Ils peuvent même être utiles pour votre cerveau. Et aujourd'hui, nous allons explorer le mot cauchemar avec le Dico Magique. Es-tu prêt à te lancer dans cette aventure, Jimmy? Mais il fait super peur le Dico Magique aujourd'hui. C'est pas le même que d'habitude. C'est parce que le cauchemar a déjà commencé. C'est une après-midi pluvieuse en 1986, dans le fin fond de la Normandie. Le moment est exceptionnel. J'ai le droit de regarder la télé sans surveillance. En cas d'ennui, mes parents me suggéraient toujours quelque chose d'autre que de regarder des dessins animés. Je n'ai que 6 ans après tout, et nous vivons à la campagne. Il y a toujours mieux à faire, pas vrai? Mais pour cette fois, mes parents lâchent prise, et j'ai le droit de devenir le maître de la télécommande. Personne dans le salon pour me dicter le programme. C'est alors que je tombe sur une émission d'Antenne 2 appelée Téléchat. D'abord intrigué par les deux marionnettes qui présentent un étrange journal télévisé, je suis très vite mal à l'aise devant plusieurs éléments. La série met en scène les terrifiants gluons, des boules effrayantes qui résident à l'intérieur de toutes les choses de la Terre. Pire, plusieurs objets ont des visages humains et des voix cauchemardesques. Le journal est entrecoupé de programmes tout aussi étranges, comme les réclames de Pub, un singe vert fluo idiot, ou bien encore, summum de la peur pour l'enfant que j'étais, Léguman, le super-héros du potager. Malgré son génie, les gags et un discours qui ne prenait pas les enfants pour des imbéciles, tout dans Téléchat m'a marqué, imprimant sur moi un mélange de malaise et de fascination. En me renseignant plus tard, j'ai découvert que quelqu'un avait cru bon de mettre l'artiste Roland Topor aux manettes d'un programme pour la jeunesse. Vu l'univers totalement unique et dérangeant de l'artiste, pas étonnant que la série ait marqué toute une génération d'enfants par ses concepts et ses visions pas si innocents que cela. Notre enfance est remplie de programmes vus trop tôt et d'images étranges, que l'on pouvait croiser au détour d'une pub ou bien d'une mauvaise série. Mais parfois, il arrivait qu'un programme prévu pour un public plus jeune crée involontairement du malaise. Par exemple, alors même que la série a été faite pour émerveiller les enfants, le manège enchanté avait le don de me terrifier. Les mouvements de Castor et Pollux dans cette stop-motion archaïque au coloris 70s me procuraient un sentiment de déprime profond. Si en France, les années 80 et 90 ont pu laisser passer des aberrations délicieuses comme Téléchat, ou bien encore des séries d'animation japonaises comme Ken le Survivant ou Cobra, on va petit à petit se soucier un peu plus des images auxquelles sont exposés les enfants, et parfois de façon un peu puritaine.
Cela a sans doute renforcé l'idée qui consiste, à tort, à penser qu'un film d'animation est forcément destiné à un public jeune. Pendant un temps, les films d'animation qui tentaient de proposer des visuels déviants ou des histoires un peu plus adultes étaient donc invisibilisés dans les médias traditionnels. Il y a certes quelques contre-exemples, comme ce soir de mai 1993, où j'ai découvert Akira à la télévision, ce qui m'a valu plusieurs nuits de cauchemars à cause de certaines scènes du film. Côté télévision, l'arrivée des Simpsons participe à changer la vision du dessin animé, en proposant un humour plus adulte. Mais au-delà du génie d'écriture de la série, les images restent relativement sages. C'est avec la télévision câblée que quelques chaînes comme MTV vont innover, avec des programmes comme Beavis and Butthead, narrant les aventures de deux adolescents métalleux aux répliques trash et stupides. Mais la chaîne n'est pas accessible à tous. Il faut attendre 1997 pour voir émerger deux événements importants. South Park arrive sur nos écrans, et c'est une petite révolution qu'une série aussi irrévérencieuse et trash connaisse un tel succès. Avec son animation faussement sommaire, reprenant l'esthétique du papier découpé, la création de Trey Parker et Matt Stone va coïncider avec la démocratisation d'Internet et inspirer toute une génération d'animateurs. La même année, un certain Joseph Shield poste des animations flash aussi courtes que gore sous le nom de Joe Cartoon. Le principe est simple et cruel. Il invite le public à appuyer sur un bouton pour actionner un mixeur ou bien un micro-ondes avec le destin qu'on imagine pour l'animal qui se trouve à l'intérieur. C'est sans doute chez ces précurseurs d'une animation féroce et méchante qu'il faut chercher les influences de la série Happy Tree Friends, qui débarque en 1999. Dans des mises en scène rappelant Bip Bip et Coyote, on voit d'adorables petits animaux proches des bisounours subir les pires sévices corporels. Le propos est presque politique. On pourrait voir là une façon de littéralement tordre le cou à cette animation grand public qui s'est d'une sagesse extrême, pensant qu'il faut à tout prix protéger nos charmantes petites têtes blondes, quitte à parfois favoriser les contenus les plus lisses. Je me souviens que South Park et les Happy Tree Friends, s'ils ont soulevé quelques polémiques, ont fait souffler un vent créatif nouveau dans l'univers de la création indépendante. On pouvait désormais braver les interdits, passer outre la censure et explorer des styles et des histoires très peu vus auparavant. Mais surtout, grâce à Internet, on pouvait profiter d'un nouvel espace de diffusion, plus libre, et ainsi toucher un public qui commençait à déserter le petit écran au profit de cette toile naissante. Les évolutions technologiques ont permis à des équipes très réduites de se lancer dans le pénible travail d'animation, et le fait qu'on puisse désormais les diffuser en ligne a permis à toutes ces œuvres de trouver leur public et de générer des vocations. Le documentaire 6 Days to Air sur la fabrication d'un épisode de South Park montre bien que l'époque a changé, depuis les celluloïdes de Disney. La toile nous a permis de revoir les images marquantes de notre enfance, grâce notamment à la mise en ligne d'archives numérisées. J'ai pu revoir Téléchat, les morts les plus violentes de Ken le Survivant, la fin des épisodes de Clémentine, où les sbires du méchant étaient jetés dans les flammes de l'enfer s'ils rataient leur mission. Ces images de l'enfance sont donc devenues des influences plutôt que de vagues souvenirs. Pendant que la culture du lost media s'est répandue, pratique qui consiste à rechercher des œuvres dont on a perdu la trace, on a commencé à voir se dessiner un esprit propre à l'animation sur Internet. Après ces premières tentatives relativement punk, qui avaient plus pour but de tester les limites de cette liberté permise par Internet que de livrer des œuvres purement intellectuelles, des artistes ont pu se développer en dehors des grands studios. Ils ont enfin pu montrer leur travail en ligne et ainsi se faire connaître. Comme l'animation est un objet audiovisuel, il ne pouvait exister auparavant que si une chaîne le diffusait. Sans ces networks, ce type de programme était réservé aux sorties VHS confidentielles ou encore aux festivals underground. Avec le développement de YouTube et des plateformes de diffusion en ligne, chaque créateur pouvait se créer sa propre chaîne. L'animation n'avait donc plus à se soucier des contraintes de ton, de format ou de style, ou bien encore de contraintes commerciales quelconques. Tout était virtuellement possible et on ne connaissait pas d'autre limite que l'imagination. Certaines chaînes câblées nouvelle génération, comme Adult Swim ou Comedy Central, vont sentir le filon et accueillir toute cette nouvelle génération d'animateurs survoltés, qui doit autant à Ray Harryhausen qu'aux Chevaliers du Zodiaque. La liberté de ton et l'économie de moyens ont donné naissance à des programmes courts, qui épousent parfaitement l'esprit acide et humoristique d'Internet. Dans un esprit proche des strip comics, des œuvres comme Cyanide and Happiness ou encore celles de Tomska ont réussi à imaginer les nouvelles formes de l'animation en ligne. Mais surtout, Internet a permis l'émergence de styles uniques, qui sont dans la droite lignée des œuvres d'enfance qui nous ont fascinés. Parmi ces artistes, on trouve un peu de tout ce qui n'aurait pas sa place à la télévision,
Comme par exemple les animations psychédéliques de Felix Colgrave, qui rappellent l'esprit du Yellow Submarine, ou encore le travail de Jamie Haar, qui, en digne descendant de Bill Plympton, propose des animations où il déforme les corps dans des mises en scène absurdes et grotesques. Plus haut encore sur l'échelle de l'étrange, des contenus hors normes ont pu voir le jour. Un des plus célèbres est sans doute l'angoissant Salad Fingers, une œuvre épisodique réalisée avec Flash par David Furse. Dans cette série, on suit l'absence d'aventure d'un homme avec des doigts en salade, qui prend un plaisir malsain à les frotter sur du métal rouillé, notamment des cuillères. Cet univers post-apocalyptique déprimant, le plus anti-esthétique possible, n'aurait sans doute pas pu voir le jour ailleurs qu'en ligne. Et pourtant, c'est devenu un pilier de l'animation indépendante. Que dire encore des courts-métrages en stop-motion de Robert Morgan, sinon qu'ils sont du pur carburant à cauchemar. Avec ses petites marionnettes sculptées qu'il anime minutieusement, il parvient à créer des scénettes absolument terrifiantes, entre body horror et paranoïa. Même chose pour Umami, une chaîne qui diffuse de petits courts-métrages surréalistes bardés de couleurs criardes et d'effets sonores crispants. Le fait de pouvoir rendre immédiatement accessibles des œuvres aussi bizarres au monde entier est une véritable avancée. Et c'était impossible il y a encore quelques années. Qu'on soit client ou pas, force est de constater que la toile accouche d'œuvres certes parfois plus fauchées, mais aussi plus libres, dotées d'une vision qui ne se perd pas en route. Outre l'émergence d'une certaine mentalité, d'un nouvel humour et de nouveaux codes, c'est vraiment là la force de la nouvelle ère de l'animation. Ces œuvres peuvent maintenant devenir virales sans avoir besoin de plaire à tout le monde. On peut donc aller très loin dans le propos ou le visuel, sans contrainte de temps, et sans la lourdeur parfois démotivante d'une grosse production. Le pinacle de ce mélange unique de technique, d'indépendance et d'esprit punk est sans doute le travail de Syriac. Sur YouTube depuis une quinzaine d'années, l'artiste poste des vidéos relativement indescriptibles. Capable de partir dans toutes les directions, il s'est spécialisé dans l'utilisation d'After Effects et de logiciels d'animation numérique avec lesquels il détourne et démultiplie des formes pour créer des chimères qui bourgeonnent comme des fractales monstrueuses. Le tout sur des musiques frénétiques et obsédantes. Il est la quintessence d'un certain esprit du net, entre prouesse, absurde et étrangeté. Ils sont bien loin les premiers films d'animation de Walt Disney et les cartoons de notre enfance. Dès les années 70, on a compris que l'informatique pouvait être utilisée dans des médiums purement visuels, à visée cinématographique. Pixar va être l'un des pionniers en la matière. Le studio va d'abord travailler sur des effets spéciaux assistés par ordinateur, avant de parlementer avec Disney, qui cherche de nouveaux moyens plus rapides pour produire ses films. C'est à la suite de cette rencontre que va naître le phénomène Toy Story, et avec lui, une nouvelle ère de l'animation, basée sur la création 3D. Si ces procédés sont au départ inaccessibles au grand public, l'évolution technique, rendant les machines de plus en plus puissantes, va petit à petit démocratiser l'accès au photoréalisme 3D. Comme souvent en matière d'image, l'évolution technologique va dans le sens d'une image plus belle, plus détaillée, plus réaliste. Dans cette course effrénée basée sur les capacités de calcul de cartes graphiques et de moteurs 3D, on peut parfois perdre en route quelque chose, ou tout du moins souhaiter proposer autre chose que reproduire fidèlement le réel. C'est ce genre de constat qui est à la source d'esthétiques vidéoludiques comme le Haunted PS1 ou le D-Make, cette mouvance qui consiste à faire des jeux avec des vieux moteurs, comme par exemple celui de la première PlayStation. On cherche justement à retrouver une certaine austérité graphique, pour retrouver le feeling des jeux de notre enfance. Mais c'est véritablement dans le domaine de l'animation 3D qu'on a vu une nouvelle scène créative émerger. Deux collectifs vont se faire remarquer par leur bizarrerie. Le premier est une chaîne YouTube du nom de Surreal Entertainment, une chaîne qui reprend des grandes figures de la pop culture et les réanime dans une 3D triste et désincarnée, totalement drôle et déstabilisante. Le but est ici de montrer une animation qui loupe tous ses effets. Sonic est trop lent et fait du surplace. Les paysages du Roi Lion sont rigides et sommaires. Les voix sont synthétiques. L'idée est de faire en sorte que tous les éléments soient le plus ratés possible, le plus dégagés de la moindre esthétique soignée. Passionné par ces univers subtilement inquiétants, à chaque fois que j'explore ce style de vidéo, je ne peux m'empêcher de penser à cette notion fascinante de la robotique, l'Uncanny Valley. La vallée dérangeante est une théorie du roboticien japonais Mori Masahiro. Il explique que lorsque l'on fait face à un robot qui ressemble en tout point à un humain, et que soudain un élément nous fait apparaître la nature artificielle de ce que l'on prenait pour un semblable,
Alors, cela nous procure un malaise indicible très caractéristique. On dirait presque que les artistes derrière Surreal Entertainment se sont lancés le défi de n'user que des procédés procurant cette fameuse Uncanny Valley. Cette scène artistique de la 3D LED est bien plus qu'un gag ou une ode au kitsch. Créer du malaise en ratant quelque chose de façon assumée n'est pas donné à tout le monde. Et s'éloigner du diktat du réalisme pour atteindre une forme de régression punk est en soi une véritable démarche artistique. Mais les deux véritables champions en la matière sont sans doute les deux créateurs cachés derrière le pseudonyme Cool 3D World. Les courts films d'animation qu'ils proposent sont totalement uniques par l'ambiance drôle et terrifiante, sexuelle et absurde qu'ils dégagent. Contrairement à Surreal Entertainment, il y a ici une véritable recherche esthétique, basée sur l'anormalité, sur cette inquiétante étrangeté si chère aux surréalistes. Les moteurs 3D peuvent parfois rendre les textures dégageant une plastique particulière, propre aux images générées par informatique. C'est toujours trop brillant, trop parfait, trop synthétique. Le studio use de cet effet pour mettre en avant des textures repoussantes dans leur réalisme. Ce monde 3D cool qui nous est montré est typique des rêves les plus étranges qu'on puisse faire. Les distances et les proportions sont irréalistes. Les mouvements des protagonistes sont inhumains. On trouve souvent des personnages avec des têtes animales, ou bien des expressions ultra exagérées et désynchronisées. Une fois qu'on dépasse le côté très déroutant et parfois agressif de leur travail, il faut bien reconnaître qu'ils fabriquent un univers extrêmement fort et original, et qui ne rappelle vraiment rien de connu. Alors que toute l'industrie tente de corriger les défauts qu'on vient d'énumérer, Cool 3D World en a fait sa force, son terrain de jeu. Entre-temps, l'équation a changé. À l'heure où les plateformes indépendantes ont totalement court-circuité les habitudes de distribution et de production, le contexte de création n'est plus le même. Pouvant toucher un très large public, les plateformes ont pu accueillir des œuvres de niche et se permettre une plus grande liberté éditoriale. Le public a changé et a grandi, conscient de cet héritage. Les séries Last Man et Crisis Young ont clairement été créées par d'anciens adeptes du Club Dorothée. Archer, Rick and Morty ou BoJack Horseman ne seraient pas là sans les Simpsons, South Park ou Daria. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai la chance de voir grandir un enfant de 4 ans. Si pour l'instant, seule la Patte Patrouille constitue son patrimoine télévisuel, le temps viendra bientôt où il sera confronté à des images déroutantes. Un dessin animé pas de son âge, un méchant qui l'effraie. Une partie de moi voudra l'en protéger, mais une autre va secrètement se réjouir de voir naître dans ses yeux les moi qu'on éprouve face à l'étrange et à l'inhabituel. Car peut-être que Téléchat m'a terrifié, mais ce fut aussi ma porte d'entrée vers tout l'univers qui m'habite aujourd'hui. Au fond, on n'est vraiment marqué que par les choses un peu déviantes, par des œuvres qui ont su bousculer notre imaginaire et notre fausse naïveté d'enfant. Et voilà les amis, encore une sacrée aventure aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu et que les cauchemars n'ont plus de secret pour vous. À bientôt Jimmy. Jimmy ? Dis Plonk, comment on sait qu'un cauchemar, il est fini ? On ne peut jamais vraiment savoir, Jimmy.